Bonjour et bienvenue dans Point de vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire, notre émission, une émission largement consacrée à la passation de pouvoir entre les premiers ministres, le sortant François Bayrou, l'entrant Sébastien Lecornu, une passation de pouvoir qu'on va suivre en direct dans la cour de Matignon. Timothée Delem, notre envoyé spécial, est dans la cour de Matignon, dans le 7e arrondissement de Paris. On va également décrypter et analyser les enjeux de cette nouvelle nomination. Je serai avec Emmanuel Rivière, politologue, et avec Guillaume Roquette, le directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Une passation, une nomination en pleine journée de mobilisation avec le mouvement Bloquons tout. Christophe Cornevin, spécialiste au Figaro des questions de sécurité, sera dans un instant avec nous et on fera le point sur comment s'est déroulée la matinée et les scénarios envisagés de l'après-midi. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Allez, on va direction tout de suite Matignon. Je crois que François Bayrou et Sébastien Lecornu sont arrivés dans la cour. Timothée Delem, vous êtes sur place. Oui, tout à fait, Anne-Emmanuel. Vous le voyez sur ces images, Sébastien Lecornu, l'ancien ministre des Armées, désormais Premier ministre, qui est donc accueilli en ce moment même par celui qui est désormais son prédécesseur, François Bayrou. Les deux hommes sont en train de pénétrer à l'intérieur de l'hôtel de Matignon pour cette passation de pouvoir. Ils se sont salués chaleureusement il y a quelques secondes. Ils vont maintenant, comme le veut la tradition, s'entretenir pendant quelques minutes à l'intérieur de l'hôtel de Matignon, évoquer évidemment les dossiers chauds, les dossiers brûlants du moment. Et puis il y aura ensuite ce discours qui sera évidemment très écouté, discours très attendu, qui donnera évidemment le ton des prochaines semaines. Sébastien Lecornu, dont l'entourage nous confie qu'il est déjà au travail, qu'il a déjà commencé ses consultations ici pour former son prochain gouvernement. Sachez d'ailleurs qu'il recevra à l'issue de cette cérémonie de passation, dès 14h30, Gabriel Attal, le patron des députés Renaissance à l'Assemblée nationale, et puis également les ténors des Républicains, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau notamment, qui seront ici reçus à 15h30 cet après-midi à Matignon. Merci Timothée Delem. Et puis bien évidemment, on garde un œil sur ce qui se passe. Et puis n'hésitez pas à nous interpeller, à nous faire signe dès que les premiers ministres sont à nouveau dans la cour pour les fameux discours qu'on va suivre en direct dans cette émission. Bonjour Christophe Cornevin. Bonjour Anne-Emmanuel. Vous êtes journaliste au Figaro, service société, où vous suivez les questions de sécurité. Alors, cette nomination et cette passation de pouvoir, elle se déroule en pleine journée de mouvement Bloquons tout. Comment s'est déroulée la matinée? Il est un petit peu plus de midi, Christophe. Qu'est-ce qu'on peut dire au moment où on se parle? On peut dire qu'en fait, on peut être déjà, on peut souligner le contraste qu'il y a entre le calme qu'il y a dans la cour de Matignon, ce climat un peu feutré, et les tensions et les violences qui jaillissent un peu partout en France. Alors cette nuit, ça a été relativement calme, oui. Mais dès ce matin, très tôt, oui. Ce qui est peu habituel, oui. La situation a commencé à dégénérer avec... il y a eu plus de 150 actions déjà qui ont été menées, donc ce qui n'est pas neutre. Mais on peut souligner des bus incendiés du côté de Rennes, des sabotages sur du réseau SNCF du côté de Toulouse, des affrontements avec la police dans le 20e arrondissement dès 8h du matin en face du lycée. Moi, je suis très surprise, mais c'est vous le spécialiste, moi je suis très surprise de ces événements qui démarrent très tôt dans la journée. D'habitude, ouais. Entre guillemets, oui, ça démarre à la nuit tombée quasiment, non? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est assez conforme en fait aux prévisions des services de renseignement, parce que ces manifestations, il faut comprendre qu'elles n'ont rien d'une mobilisation, ça n'a rien d'une mobilisation citoyenne. On est véritablement dans des mouvements qui ont été confisqués, cooptés, capturés par des groupuscules d'extrême gauche. Oui. Et ça, c'était documenté depuis plusieurs semaines par les analystes du ministère de l'Intérieur, oui. Qui ont
lancer des mots d'ordre de violence qui visent à essayer d'instaurer une forme d'insurrection, de climat insurrectionnel dans le pays. Et ça a pris des formes, extrêmement variées, donc on en a parlé. Et l'idée, c'est véritablement que derrière, et ça aussi, ça a été documenté, c'est que il y a des groupuscules, donc trois familles quasiment. Il y a les Black Blocs, qui sont un peu le fer de lance, les anarcho-autonomes, qui sont un peu le fer de lance de la révolte. C'est combien de personnes, ça, à peu près, de ce qu'on sait? On dit à peu près 2-3 000 personnes, 2-3 000 en général. 2-3 000 personnes. Les Black Blocs juste sont à la derrière, manœuvre. il y a quand même les partis de la gauche radicale, LFI, mais aussi donc les groupes d'action LFI et les groupes d'action de LFI, qui sont là pour organiser des actions sur le terrain, comme le nom l'indique. Il y a NPA et Révolution Permanente, qui est aussi dans le politique. Et puis après, en troisième rideau, la troisième famille, c'est une famille des activistes, une espèce de nébuleuse où il y a des associations. Là, c'est le soulèvement de la terre. Soulèvement de la terre, Extinction Rebellion, les comités pro-palestiniens, des mouvements activistes LGBT+. Et en fait, tout ça forme une espèce de nébuleuse qui, via des mots d'ordre, via des messageries cryptées, et c'est ça aussi qui a montré peut-être la différence par rapport à une manifestation normale, c'est que les AG, très vite, ont basculé vers des réseaux cryptés. Très vite, les journalistes ont été éjectés. Forcément des signaux pour montrer, qui démontraient... C'est la marque de la clandestinité. Et cette clandestinité se traduit sur le terrain par la présence de gens qui sont, on l'a vu encore très tôt ce matin, vous l'avez remarqué, de manière inhabituelle, mais en tout cas, ils étaient là, encagoulés, avec des lunettes de plongée, organisées, équipées, et qui sont prêts à passer à l'action et qui ont des cibles bien précises. À l'heure actuelle, il y a des affrontements en cours entre les policiers et les Black Blocs près de la gare du Nord, qui est située pas très loin. Alors justement, vous me dites, c'était assez documenté par la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur. Quelle réponse et comment on agit face à ces groupes qui sont forcément assez agiles? En fait, on répond à l'agilité par l'agilité ou la mobilité et le nombre. C'est-à-dire que là, par exemple, le ministère de l'Intérieur, on le sait, a déployé 80 000 policiers et gendarmes sur le terrain. C'est absolument pas neutre. Il faut garder, pour avoir une idée de grandeur, c'est 20 000 de plus que pendant la fête de la musique, qui s'annonçait pourtant agité et qui l'a été. On est plutôt dans un étiage très haut. Là, on est en fait, ce chiffre de mémoire, j'ai regardé un peu dans mes archives, ça remonte à l'acte 3 des Gilets jaunes, donc en décembre 2018, après qu'ils aient eu attaqué l'Arc de Triomphe. Et donc, c'est-à-dire que 80 000 policiers, c'est un dispositif extraordinairement musclé et élevé. Pourquoi? Parce que, il faut protéger des sites stratégiques, dépôts pétroliers, les lieux du pouvoir, les routes, les axes les symboles du capitalisme, etc. Mais aussi les endroits où il y a les limitations en eau, en électricité, les centres de distribution, etc. Donc tout ça, regardez, rien que le marché de Rungis, ça prend des dizaines et des dizaines d'hommes à protéger. Donc il faut protéger tous ces sites. Et en même temps, avoir un volant de policiers beaucoup plus mobiles et réactifs pour suivre et répondre quasiment en temps réel aux mouvements d'insurrection, aux opérations commando, entre guillemets, qui sont lancées ici et là sans prévenir. Et généralement, les mots d'ordre partent sur Internet et sur les réseaux. Et donc, les policiers sont obligés de s'adapter. Avec notamment en permanence, un peu, vous savez, sur le mode des bravem, les braves Mike, les policiers en moto, qui sont projetables le plus rapidement possible sur les zones de tension. Et ben voilà, donc il y a les deux choses, donc protéger et réagir, parce que la consigne de Bruno Retailleau a été assez claire, c'est qu'il faut ne jamais laisser une situation s'enquister. Il faut débloquer et déloger le plus vite possible les bloqueurs. Alors, donc vous disiez donc une matinée qui a déjà qui a commencé très tôt et qui est très agitée. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi? Qu'est-ce qui est prévu? C'est plutôt des manifestations, c'est ça? Voilà. Et avec quel risque alors dans ces manifestations? Alors, cet après-midi, effectivement, on aura des manifestations qui auront lieu. Alors,
à Marseille, à Oui. Toulouse, à Paris, notamment il y a un grand rassemblement au Châtelet. Ce soir, il y aura des manifestations qui peuvent s'annoncer violentes, peut-être du côté de la République ou de la place des Fêtes. Plutôt des rassemblements que Alors, soit un défilé, rassemblement, quoi. soit des défilés, parce qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est que le rassemblement se transforme après en cortège sauvage. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on a déjà vues, hein, donc complètement incontrôlables. Et vraiment, ce qui préoccupe les forces de l'ordre, c'est que quand vous avez 1000 ou 2000 personnes, Oui. vous avez une masse critique assez importante pour pouvoir abriter des éléments violents, des casseurs, des professionnels du chaos, des gens qui se greffent en fait voilà, aux spécialistes du chaos, mais Voilà, pour dévaliser voilà, les magasins, qui etc., rentrent, etc. qui rentrent, en fait, qui utilisent en fait je dirais le cortège comme une Oui. espèce de cadre de protection. Mhm. Donc ils sortent parfois du cortège où ils se mettent en queue ou en tête, ils passent à l'action, après ils se désilhouettent, ils changent d'habit, ils se remettent en citoyen entre guillemets normal Lambda, et ouais. lambda et ils s'évanouissent fondent dans la se foule, fondent dans la ça, foule. ouais. Et donc, mais pour que ça vienne, il faut que les manifestations soient relativement nombreuses. Et là, on voit Gare du Nord, ils sont déjà plus d'1 millier à avoir fait des tentatives d'intrusion dans des locaux. On voit déjà qu'il y a les Black Blocs qui sont en train de faire des tours de chauffe en se heurtant avec la police, qui est obligée de faire des bons offensifs pour essayer de les faire reculer, voire de les disperser. Parce que l'idée, c'est qu'il ne faut pas leur laisser le pouvoir, enfin, pas leur laisser la main place, sur la rue. Voilà, l'espace. Et donc voilà, il ne faut pas leur laisser l'initiative. Il y a des villes particulièrement que la police va surveiller. Oui. Je pense à Nantes, à Rennes, à Toulouse peut-être, c'est ça? En fait, tous les berceaux, tous les bastions en fait, de la gauche. Oui. De la gauche et de la gauche radicale. Et vous en avez Mmh. cité effectivement Rennes, Nantes, Grenoble, Dijon. Par exemple, Dijon sera vraiment regardé parce qu'il y a beaucoup d'anarcho-autonomes à Dijon. Il y a notamment des squats dans lesquels des réunions se font assez régulièrement. Et c'est dans ces villes-là, on attend du monde. Hein. Par exemple, à Nantes ou même à Toulouse. Vous savez, Toulouse, c'est comme une ville où les insoumis ont fait de très bons scores législatifs, où il y a des groupuscules d'ultra-gauche qui sont très très présents. Et ben là, ils attendent cet après-midi 2000, voire plus de 2000 manifestants, comme à Nantes. Et donc ça donne assez d'enveloppe, assez de masse, assez de volume pour que justement les casseurs puissent manœuvrer à l'intérieur. Oui, s'introduire dans ce moment et profiter. Et c'est très difficile pour les forces de l'ordre après de trier le bon grain de livret au moment de l'intervention. Et sachant que les forces de l'ordre elles-mêmes sont la cible de jets permanents de mortiers, de pavés, etc. Avec en plus ce qu'on craignait, c'est que les lycéens, on l'a vu ce matin, et les étudiants rejoignent le mouvement avec les risques que cela peut supposer. Et c'est un scénario qui est très compliqué. Les jeunes étudiants, les jeunes lycéens dans un mouvement comme ça, c'est toujours un peu le syndrome Malik Oussekine, c'est ça qui plane. Voilà, parce que vous vous souvenez de Malik Oussekine en décembre 86, qui avait été tué en marge de manifestation à Paris. C'est un traumatisme pour les forces de l'ordre parce qu'évidemment, aucun policier ne souhaite qu'une manifestation vire au tragique comme ça, au drame. Et donc, quand il y a des jeunes dans la rue, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué pour techniquer et intervenir. Merci Christophe Cornevin, on le comprend en vous écoutant. La journée va être très 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 longue, pour les forces de l'ordre. Et bien sûr, on vous lit sur le site du Figaro et dans les pages du Figaro, notamment demain, vous préparez un grand papier autour de la question, effectivement, des mouvements d'ultra-gauche. Merci d'avoir été en direct avec nous. On rejoint Timothée Delhème qui est à Matignon, dans la cour de Matignon. Que se passe-t-il, Timothée Delhème? On a vu tout à l'heure les deux premiers ministres rentrer pour échanger. C'est le protocole qui le veut, la coutume. Et au moment où on se parle, où en est-on?
Eh bien, écoutez, cette entrevue entre François Bayrou et Sébastien Lecornu se poursuit ici à l'hôtel de Matignon. Une entrevue qui doit leur permettre d'évoquer évidemment les dossiers chauds. Ça fait maintenant une bonne dizaine de minutes que Sébastien Lecornu est arrivé ici à Matignon. Et on attend maintenant ce discours, un discours qui va donc être prononcé juste ici. Vous le voyez, les micros sont prêts. Le tapis rouge également est déployé devant le personnel de Matignon, devant également les membres du gouvernement sortant. On en a aperçu plusieurs des personnalités, Éric Lombard, Gérald Darmanin, Catherine Vautrin, Elisabeth Borne, Aurore Berger notamment, qui sont au premier rang ici pour suivre évidemment cette prise de parole dont le mot d'ordre ici est celui de la sobriété, celui de l'humilité, celui du pragmatisme, nous dit-on. On veut montrer un Premier ministre au travail qui a déjà commencé à réfléchir évidemment à la formation de son gouvernement. L'un de ses gros dossiers, ce sera le gouvernement, mais également ensuite le budget, évidemment. Emmanuel Macron qui a chargé Sébastien Lecornu de consulter toutes les forces politiques représentées au Parlement en vue de bâtir un budget pour la nation. Il en sera probablement question dans ce discours donc, que nous attendons ici d'ici quelques courts instants dans la cour de Matignon. Merci Timothée Delem. Et bien sûr, on garde un œil sur la cour de Matignon et vous n'hésitez pas à nous interrompre pour nous alerter sur la présence des deux premiers ministres et leur prise de parole. En attendant, et bien sûr avec Emmanuel Rivière. Merci Emmanuel d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de vue sur le Figaro TV. Vous êtes politologue, vous enseignez également à l'université Paris 1. On va beaucoup parler de la passation et la nomination du profil de ce nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu qui a été nommé hier soir, c'est tombé à 18h58. On savait qu'il fallait aller vite, on ne s'attendait pas que ce soit si vite quand même hier soir. Non, mais ça confirme sans doute un scénario qu'on pouvait supputer. C'est-à-dire que si François Bayrou s'est battu vaillamment pour éviter de tomber, sans doute Emmanuel Macron, qui ne nous a pas habitués à désigner des premiers ministres aussi vite, lui savait sans doute, dès qu'ils ont convenu que François Bayrou engagerait la responsabilité du gouvernement, il connaissait l'issue, vraisemblablement, Emmanuel Macron. En tout cas, on peut se douter qu'il n'a pas attendu lundi 19h pour commencer à se demander quel Premier ministre il nommerait en remplacement de François Bayrou. Alors Sébastien Lecornu, c'est une figure de la politique bien connue des milieux politiques et de leurs observateurs. Néanmoins, il n'est pas très connu de l'opinion publique. Oui, il y a un petit paradoxe par rapport à Sébastien Lecornu. Quand on regarde, par exemple, un baromètre comme celui d'Harris Interactive, qui teste beaucoup de ministres, dont certains d'ailleurs sont parfaitement inconnus, il est en 3e position et sans doute parce que, à sa place à la Défense, il s'est trouvé évidemment sur les devants de la scène à partir de l'attaque russe. Enfin, il a nommé quelques mois après. Enfin, donc, il a géré des éléments importants de la réponse et de la riposte française, européenne à l'agression russe en Ukraine. Mais quand on regarde une autre enquête, c'est une enquête de Cluster 17 pour Le Point parue récemment, où on demande quel Premier ministre on voudrait, que quelques pourcentages de gens qui répondent de Sébastien Lecornu. Il n'y a pas une attente en fait de Lecornu. Donc comme ministre de la Défense, on considère qu'il fait bien le job, mais c'est vrai qu'il n'offre pas une espèce de projection. Il n'y a pas un rapport établi entre lui et les Français sur ce que signifierait sa nomination. Donc c'est un petit peu une page à écrire, avec comme handicap quand même de départ, qui est que ça apparaît essentiellement comme le choix d'Emmanuel Macron, celui qu'il aurait voulu nommer avant que François Bayrou, d'une certaine manière, ne s'impose. Donc ça focalise un peu plus l'attention. Effectivement, en décembre dernier, Emmanuel, c'était plutôt Sébastien Lecornu qui tenait la corde. Et finalement, c'est François Bayrou qui a été nommé. L'inconvénient de Sébastien Lecornu, c'est que c'est un fidèle d'Emmanuel Macron dans un moment où la popularité du président de la République est au plus bas. Oui, dans le baromètre Verian pour le Figaro Magazine, la popularité d'Emmanuel Macron est tombée nettement en dessous de 20. Donc on est quand même là dans des tréfonds d'impopularité. Et nommer quelqu'un qui soit à la fois très proche et dont la personnalité, l'action passée ne signifie pas quelque chose d'évident. Alors, évidemment, on peut mettre en avant le fait qu'il a été élu local, municipal et départemental, enfin président d'un conseil départemental et maire. Mais en fait, c'est un atout quand même de bien connaître le
fonctionnement de la politique, de la vie parlementaire dans cette assemblée qui est complètement fracturée. C'est un réel atout, non ? Tout ce qui est un atout aujourd'hui, c'est en fait de voir cette expérience de ce qu'est un conseil municipal, de ce qu'est un conseil départemental, où tout se passe un peu autrement que ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on arrive à d'abord composer des listes composites, à discuter. Alors, bon, la municipale crée des majorités généralement pléthoriques, mais dans un conseil départemental, c'est pas le cas. Donc, on arrive parfois à s'arranger avec les oppositions. Vous voulez dire par là que Sébastien Lecornu a une expérience du compromis, en fait, c'est ça ? Grâce à son ancrage territorial. On verra ce qu'il en est, mais il faut aussi signaler qu'en fait, il part avec un handicap de départ qui est colossal. C'est que avec la nomination de Sébastien Lecornu, on est dans la reproduction de ce qui n'a pas marché une première fois avec Michel Barnier, ce qui n'a pas marché une seconde fois avec François Bayrou, et dans la reproduction de cette espèce d'anomalie majeure, si on prend un peu de recul, qui consiste à dire on va nommer un Premier ministre, puis sans doute dans les jours qui viennent désigner un gouvernement, sans avoir constitué de majorité. Ça, c'est quand même le point de départ. Et le péché original depuis la dissolution, c'est qu'à aucun moment on n'a sérieusement cherché à constituer une majorité à l'Assemblée nationale et de créer les conditions pour cela. Et donc, pour la troisième fois, on démarre. Et puis, donc, on va démarrer avec des propositions. Un Premier ministre qui est désigné sans qu'il ait de majorité pour garantir... Donc, le signe d'un entêtement du président de la République, et certains pourraient dire d'une manière de ne pas écouter finalement... les oppositions ont beau jeu de dire que c'est la prolongation d'un pouvoir. Et puis c'est vrai qu'il y a un peu un rétrécissement quand même, même si Sébastien Lecornu originellement vient de l'UMP, des Républicains. C'est un des premiers alliés. Il était dans les tout premiers gouvernements d'Emmanuel Macron. Donc contrairement à Michel Barnier, qui représentait... l'élargissement aux Républicains, qui ne s'était d'ailleurs pas produit en 2022, alors que peut-être ça aurait été nécessaire dès ce moment-là. Contrairement à François Bayrou, qui est une figure qui avait précédé Emmanuel Macron, et puis qui avait son assise, sa réputation, son image. Là, effectivement, on a un lieutenant qui est nommé, la métaphore ou l'emploi d'un grade militaire s'appliquant peut-être bien ici. Et donc, il aura toutes ces preuves à faire dans un contexte qui est encore plus difficile. Plus difficile, pourquoi ? D'abord, plus difficile encore que celui de François Bayrou en décembre dernier ? Bien évidemment, parce que d'abord, on se rapproche de la présidentielle. Donc, les stratégies présidentielles qui sont un obstacle majeur à la recherche et à la découverte d'un compromis, ne peuvent que s'activer parce que l'impopularité va avoir un impact. Le comportement du Rassemblement national est quand même très cohérent. Moi, je l'observe en tant que sondeur, très cohérent, c'est-à-dire avec ce que pensent les électeurs du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'au moment où la censure a été prononcée par le Rassemblement national contre Michel Barnier, c'était assez en phase avec ce que disaient les électeurs. Mais il y avait une hésitation. Et là, la censure contre François Bayrou était en phase avec ce que disent la majorité des électeurs. Donc, ce sera un élément, à mon avis, qui va peser. Et la raison pour laquelle c'est plus difficile maintenant, c'est qu'il y a à peu près un peu plus de 200 députés, les 130 du Rassemblement national et les 70 de députés LFI qui sont dans une logique d'alternance en fait. Pour qui, ce qu'il faut accélérer maintenant, c'est soit la présidentielle, soit des législatives anticipées. Donc ça fait un noyau avec qui composer qui est un peu compliqué. Il y a un rétrécissement en fait, du socle commun aussi très très important quand même. Non avec un rétrécissement du socle commun et puis une difficulté, obtenir l'assentiment, parce que j'évoquais la manière dont le Rassemblement national regardait sans doute ce que pensent ses électeurs, mais le Parti socialiste, ça va être la même chose. Obtenir une non-censure du Parti socialiste, alors qu'on peut imaginer que beaucoup de sympathisants du Parti socialiste, qui ont peut-être entendu ces derniers jours l'hypothèse qu'il y ait une participation, voire une direction du gouvernement par un leader de gauche, probablement issu du Parti socialiste, tout ça, ça a dû créer une déception et donc une animosité contre Emmanuel Macron. Donc M. Lecornu va devoir composer avec tout cela. Oui, déjà, dès ce matin, il y a eu évidemment, dès hier soir et dès ce matin, des réactions, notamment de la gauche. Je vais vous proposer d'écouter notamment Boris
Boris Vallaud, il était sur RTL, et puis Olivier Faure était sur France Info ce matin. Ils réagissent à la nomination de Sébastien Lecornu. Boris Vallaud et aujourd'hui, ça n'est pas tant à nous d'aller à M. Lecornu que M. Lecornu de venir à nous. Que comprend-il de ce qu'attendent les Français? Que comprend-il des propositions que nous avons formulées? Si c'est pour continuer comme avant, eh bien, les réponses risquent d'être comme avant. Vous savez, la définition qu'Einstein faisait du fou. C'est celui qui, pensant qu'en répétant 1000 fois la même chose, il obtiendra un résultat différent. Pour vous, la réponse est claire, c'est non. Est-ce qu'il aura droit au 49.3? J'attends l'expression de ce Premier ministre. Voilà. C'est qui le fou, d'ailleurs? C'est Emmanuel Macron, dans votre esprit? Il y a un côté un peu forcené quand même dans cette espèce de refus obstiné, déraisonnable d'écouter le pays, ce refus obstiné, déraisonnable de considérer la situation dans laquelle lui-même il nous a mis sur le plan économique, social. Est-ce que vous croyez que je me réjouis, moi, de la situation dans laquelle notre pays se trouve? Il n'a jamais été aussi endetté. Il n'a jamais eu un déficit aussi haut. Ça, sur le constat, tout le monde est d'accord. Oui, de part et d'autre de l'échiquier politique. Les Français n'ont jamais eu autant de difficultés à vivre de leur travail, n'ont jamais constaté un tel délabrement de leur service public. Il faut préparer l'avenir. Il emploie des mots très très forts, Boris Vallaud, ce matin. Il est très remonté contre cette nomination. Il parle d'Emmanuel Macron comme un forcené. C'est-à-dire que le Parti socialiste a fait des propositions, à un moment imaginé qu'il pourrait prendre la direction, et donc s'est fait un peu claquer la porte au nez. Et donc, ça ne peut qu'accentuer leur colère. La colère. Et puis, bon, je pense qu'ils expriment aussi le sentiment de beaucoup de leurs sympathisants aujourd'hui. Ce qui va être intéressant à suivre, d'ailleurs, ça va être la position du Parti socialiste et du Rassemblement national. Un peu, d'ailleurs, comme au moment du vote du budget en février. C'est-à-dire que cette posture qui, pour l'instant, est de dire on ne va pas censurer automatiquement, ce qui finalement leur donne du pouvoir. Ça, c'est un peu la leçon que le Parti socialiste a sans doute tirée de l'arrivée de Michel Barnier, en disant nous, de toute façon, on est contre, on revendiquait Matignon pour Lucie Castet, donc tout autre sera censuré, ce qui fait que la discussion s'est essentiellement faite avec le Rassemblement national. Maintenant, voilà, j'en reviens parce que c'est un point important. L'Assemblée qui a chassé François Bayrou, elle a quand même comme caractéristique de ressembler à la société. Rarement l'Assemblée nationale a été aussi représentative de la diversité des opinions des Français. Et donc, ce que penseront les Français des propositions, des orientations et des axes proposés par M. Lecornu va sans doute déterminer les positions des uns et des autres. Et je disais tout à l'heure, ça va être encore plus difficile pour Sébastien Lecornu que pour Michel Barnier, mais parce que François Bayrou, au cours des 2 derniers mois, on a rajouté une couche sur l'état catastrophique du pays. Il y avait un point sur lequel, c'est pour ça qu'il espérait être jugé essentiellement là-dessus, dans un premier temps. Il a alerté, c'est la situation. Ça a marché d'une certaine manière. Les Français ont intégré. Ils n'étaient pas d'accord sur les solutions, en revanche. Ils n'étaient pas d'accord sur les responsabilités. Majoritairement, les Français pensent que ce sont les politiques qui ont fauté et qui sont responsables de la situation. Dans cette situation de dette phénoménale. Donc, voilà, exit François Bayrou et Sébastien Lecornu se retrouvent à devoir proposer un budget dans une situation où la perception des enjeux et de la gravité et de la nécessité d'agir est encore pire que l'an dernier. Donc, on va en revenir à une question qui est quand même très difficile à discuter avec le Parti socialiste. C'est la fiscalité et la contribution qui sera demandée aux plus fortunés, aux entreprises, qui est une ligne rouge de la Macronie qu'incarnent Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu. Ce matin, je lisais un peu les dépêches pour préparer cette émission. Vous évoquez la taxe Zuckman. C'est donc ce projet de taxe sur les patrimoines de plus de 100 millions. Un proche d'Emmanuel Macron rapporte que Emmanuel Macron pourrait lâcher un peu la bride sur ce sujet-là, justement pour pouvoir faire le budget et avancer. Vous y croyez, vous À vrai dire, pour que le pays soit gouverné autrement que par des gouvernements qui soient sur la sellette, il va falloir que quelqu'un fasse un sacrifice. Et les oppositions n'ont pas tellement d'intérêt. Enfin, elles ont absolument
rien obtenu jusqu'à présent, donc pas trop d'intérêt à lâcher. Donc effectivement, celui dont les marges de manœuvre se sont considérablement réduites, c'est Emmanuel Macron. La seule chose qu'il a récupérée, c'est le pouvoir de dissolution. En même temps, les enquêtes qui viennent d'être publiées, là, montre pas qu'une dissolution produira un résultat très différent de celui qui est sorti des urnes de 2024. Donc voilà, la situation de blocage ou la situation de difficulté, elle reste entière et a priori, on peut s'attendre effectivement que celui qui lâche du lest est celui pour lequel le rapport de force a évolué défavorablement et c'est bel et bien le chef de l'État. Les lignes rouges du Rassemblement national, eh bien, c'est pas d'augmentation d'impôts, pas de baisse de pouvoir d'achat, la lutte contre l'immigration subversive et l'insécurité. Laure Lavalette disait ce matin, c'est la porte-parole du Rassemblement national, son budget, ce sera le budget RN où son gouvernement ne sera pas. Et c'est un enjeu pour le Rassemblement national qui est un peu en position de force, là, enfin, qu'il est de différentes manières. Mais il lui faudra des éléments pour dire à ses électeurs, voilà ce que nous avons obtenu. Il aurait intérêt, le Rassemblement national, admettons que Sébastien Lecornu, comme les autres, soit balayé dans quelques mois, à ce qu'il y ait un Premier ministre RN avant les élections de 2027 ? La stratégie du Rassemblement national, c'est de répondre à une attente, en tout cas d'être dans la posture de dire on va répondre à l'impatience de nos électeurs. C'est très clair. Les électeurs du Rassemblement national, c'est ceux qui ont la vision la plus cohérente, la plus facile à résumer. Ils souhaitent un changement maintenant qui consiste à apporter au pouvoir ceux qu'on n'a jamais essayé, qui ont les solutions qui leur conviennent, le Rassemblement national. Et il n'est pas impossible que ce soit dans l'intérêt du Rassemblement national, effectivement, de démontrer, avant le coup près de la présidentielle, où il faut faire plus de 50% dans un duel, que le Rassemblement national n'est pas les irresponsables que certains dénoncent, et puis qu'ils ont des solutions pour y répondre rapidement. C'est la question des digues aussi qui peuvent se fissurer ou pas. Et de fait, voilà, le changement du discours vis-à-vis du Rassemblement national progresse. Il évolue. Depuis hier, Bruno Retailleau, donc ministre de l'Intérieur démissionnaire, parle de la majorité nationale. Je pense que l'expression est très explicite. Ça veut dire il y a la majorité dans laquelle il s'inscrit, c'est une majorité qui inclut, alors peut-être pas les députés du Rassemblement national, mais au moins les électeurs du Rassemblement national. Donc cette petite musique qui consiste à inclure en fait le Rassemblement national dans un grand ensemble de la droite, je pense que c'est un des débats les plus importants du moment, auquel beaucoup d'ailleurs travaillent, pour lesquels un certain nombre militent. C'est l'union des droites incluant le Rassemblement national. Ça, ce sera un des enjeux de 2027. Et donc, pour finir de répondre à votre question, le Rassemblement national au pouvoir aujourd'hui ne pourrait s'appuyer que sur l'assentiment, la non-censure non seulement des Républicains, mais d'une partie de la Macronie. Ce qui à la fois crée une espèce de changement des frontières, un peu paradoxal compte tenu du fait que cette Assemblée, elle est l'Assemblée victorieuse du Front républicain, c'est la victoire du Front républicain, que cette Assemblée-là constitue une autre majorité apparaîtrait paradoxal. Toute la question, c'est est-ce que dans un exercice devenu très court maintenant du pouvoir, parce qu'on ne va pas se leurrer, dans un an, on est dans la campagne des présidentielles, suffira au Rassemblement national pour gagner la légitimité dont il a besoin et les alliés dont il a besoin, ce qui est l'enjeu de la conquête du pouvoir pour tous les partis d'extrême droite en Europe, ou bien risque de retourner contre lui la logique d'alternance et finalement de réveiller un clivage gauche-droite qui pourrait lui être préjudiciable au moment de la présidentielle. Tout ça dans un contexte, Emmanuel Rivière, du mouvement au Bloc-Comtou qu'on a vu dès ce matin, n'est pas tout à fait un mouvement citoyen. C'était son origine au départ. On est passé dès ce matin, là, c'est très vite insurrectionnel quand même, le climat. C'est un mouvement qui est devenu qui est très protéiforme, qui est plutôt lié, qui est plutôt né dans des conversations autour de milieux complotistes, anti-vax, etc., qui a rapidement évolué sur l'espoir d'un mouvement spontané, très horizontal, un petit peu de revanche des individus contre les puissants, et après
priori, a fortiori contre les politiques, puis qu'après une coloration politique, à la fois parce que plutôt des mouvements militants, activistes très proches de la gauche ou de gauche sont mis, puis Jean-Luc Mélenchon a appelé à soutenir le mouvement, ce qui en a un peu changé la nature. C'est très frappant parce que dans les enquêtes d'opinion, c'est un mouvement qui a changé de réputation avant d'avoir commencé, avec un déclin du soutien. Oui. On était plutôt autour de 60%. Là, on est passé en dessous de 50% dans certaines enquêtes parce qu'il a changé de nature. Massivement soutenu à la gauche de la gauche, majoritairement soutenu à gauche. Et les sympathisants RN sont un peu coupés en deux par rapport à ce moment-là. Il y a quelque chose de très aspirationnel dans l'idée d'une revanche de la base et d'une manière de reprise de contrôle, si on peut agir avec sa carte bleue en bloquant des endroits, etc. Bon, puis après, il y a la journée et ce qui s'y passe sur le terrain qui a été décrypté tout à l'heure, avec effectivement partout où il y a mouvement, il y a pour le coup des activistes violents qui s'y mettent, et j'allais dire, et partout où il y a des forces de l'ordre aussi, ce qui pose d'ailleurs d'autres questions qui sont sur les stratégies de maintien de l'ordre par rapport à ce type de mouvement. Merci Emmanuel Rivière d'avoir été avec nous. On va se tourner à nouveau vers la cour de Matignon où vous êtes, Timothée Delhemme. Est-ce que vous voyez les premiers ministres arriver dans la cour pour un discours, ou ils sont toujours en train de discuter ensemble ? Eh bien, écoutez, Anne-Emmanuel, ils se font attendre pour le moment, même si évidemment leur sortie ici sur le perron de l'hôtel de Matignon est imminente. Difficile de savoir quelle est la teneur exacte des échanges entre les deux hommes, quelle est l'ambiance également dans le bureau du Premier ministre, même si on sait que ce sont deux hommes qui ne s'apprécient pas particulièrement. Je rappelle que c'est François Bayrou lui-même qui s'était opposé à la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon il y a maintenant 9 mois. Il s'était à l'époque imposé auprès du président de la République, François Bayrou. Ce qui est certain en tout cas, c'est que l'objectif de cette entrevue entre les deux hommes, c'est d'assurer une bonne passation sur l'ensemble des sujets qui sont évidemment nombreux. La question du budget, que va faire Sébastien Lecornu, là où François Bayrou proposait 44 milliards d'euros d'économies, et puis évidemment la question de la formation du gouvernement, et puis cette grogne sociale qui s'exprime aujourd'hui dans les rues de Paris, dans les rues de la France entière avec ce mouvement Bloquons tout, avec également cette grève prévue le 18 septembre prochain. Bref, les dossiers ne manquent pas et on attend évidemment de savoir quel sera le ton du nouveau Premier ministre au moment où il s'apprête à prononcer sa toute première allocution solennelle en tant que Premier ministre devant les Français, devant la nation ici, depuis l'hôtel de Matignon. Merci Timothée Delhemme, et vous n'hésitez pas bien sûr à nous dire dès que ça bouge du côté de la cour de Matignon. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Merci d'être en direct avec nous. La nomination de Sébastien Lecornu à Matignon, c'est la récompense d'un fidèle, c'est ça, du président de la République. C'est un choix qui vous a étonné, vous, hier soir ? Non, parce qu'effectivement, il était favori. La force de Sébastien Lecornu, c'est d'être à la fois très proche d'Emmanuel Macron, et donc celui-ci se sent en confiance en le nommant. Mais nous savons ça, parce que nous nous intéressons de très près à cette vie publique. Mais pour autant, Sébastien Lecornu n'est pas considéré comme une espèce de double ou de clone d'Emmanuel Macron, pour une raison simple, c'est que depuis 2022, où il est ministre de la Défense, c'est le muet du sérail. Alors, vous savez, c'est normal quand on est ministre de la Guerre. C'est une personnalité très discrète. Voilà, on dit que l'armée est la grande muette. Donc, et de ce fait, les Français ne le connaissent pas. Et donc, on a parfois dit que Emmanuel Macron ne nommerait pas Sébastien Lecornu parce qu'il apparaîtrait comme trop proche de lui, et que donc le rôle, entre guillemets, de paratonnerre du Premier ministre ne fonctionnerait pas. Or, de fusible, c'est ça. Or, je pense que, justement, par cette discrétion, moi, je vous mets au défi de trouver une prise de position de Sébastien Lecornu sur les sujets qui préoccupent les Français, sur l'immigration, sur l'insécurité. Il a toujours été extrêmement prudent. C'est un responsable politique d'une immense habileté. Et donc c'est pas un mauvais choix. C'est un atout, ça, d'être habile et finalement avoir une réputation un peu virginale vis-à-vis de l'opinion publique, non ? Oui, je pense que l'atout, effectivement, c'est d'avoir une réputation légitime d'un homme de contact qui est extraordinairement... Il fait de la politique à l'ancienne, Sébastien Lecornu, c'est-à-dire qu'il est très implanté dans son département de l'Eure. Il connaît l'état de la population française, ne serait-ce que parce qu'il était supposé être l'homme fort du département aux dernières élections
élections législatives, il n'y avait plus un député de droite dans l'Eure. L'Eure, c'était le département de Jean-Louis Debré, c'était le département de Bruno Le Maire. Aujourd'hui, vous avez 4 députés du Rassemblement national dans l'Eure et un socialiste qui a réussi, grâce d'ailleurs à Sébastien Lecornu, qui n'a pas présenté de candidat contre lui aux dernières législatives, à éviter le grand chelem du RN. Donc, si vous voulez, Lecornu, c'est un homme qui est plongé dans la réalité très concrète de ce qu'est le pays, absolument, qui est ancré, et qui en même temps est un homme qui a une vraie distance, un vrai recul. C'est quelqu'un qui connaît très bien l'histoire de notre pays, qui est très attaché à un certain nombre de traditions. Il était adoré par les militaires. Pour quelle raison Alors, d'abord parce qu'il a toujours été ce que les militaires appellent dans leur jargon fanamili, c'est-à-dire un ami de la cause. Il est trop jeune pour avoir fait son service militaire, mais il était néanmoins réserviste dans la gendarmerie, avec un grade assez élevé, je crois, de lieutenant-colonel ou de colonel. Il a à peine 40 ans, hein, c'est ça, hein, Sébastien Lecornu. Absolument, il n'a pas 40 ans. Et donc, c'est un parcours assez exceptionnel. C'est un homme qui a toujours fait de la politique. Il n'a pas fait beaucoup d'études, il a commencé comme attaché parlementaire, il était le plus jeune attaché parlementaire de France, et ensuite il a monté les échelons tout doucement, mais contrairement à beaucoup d'autres élus qui ont fait ce chemin un petit peu laborieux, lui a toujours eu une dimension de responsable de premier plan, et à chaque fois qu'on lui confiait une responsabilité plus importante, il se montrait à la hauteur, et à la défense, encore une fois, aux armées, puisque désormais on appelle ministère des armées son précédent marocain ministériel, il avait fait l'unanimité. Alors sa première mission, là, ça va être de consulter, de discuter. Avec quelle méthode vous semblez dessiner un homme habile dans la négociation, Alors, oui, il va essayer effectivement de faire une sorte de feuille de route. Le cauchemar du président de la République, c'est que dans 3 mois, il soit censuré, comme l'avait été Michel Barnier il y a à peu près 1 an. Et donc, il faut que Sébastien Lecornu arrive à déminer le terrain pour avoir, à défaut d'une majorité, au moins une espèce de neutralité un peu bienveillante. Un pacte de non-agression, quelque part. Exactement. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que tout ça passe par une sorte de programme d'engagement écrit sur un certain nombre de mesures? Moi, je pense que ça va être compliqué, parce qu'il suffira qu'il lâche quelque chose de socialiste pour que les LR disent « Ah ben non, si vous faites ça, nous, on ne vous soutient pas ». Ou alors une espèce de pacte de non-agression. Ça peut aussi être l'engagement de voter les projets de loi sans avoir recours à l'article 49.3 pour essayer de trouver à chaque fois un consensus. Honnêtement, ça va être difficile, malgré toutes les qualités humaines de Sébastien Lecornu. Oui, parce qu'a priori, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, comme l'expliquait Nicolas Sarkozy dans une interview récente au Figaro, les 2 précédents premiers ministres ont échoué. On ne voit pas pourquoi lui réussirait, alors même qu'il n'a pas davantage de députés qu'il soutiendrait à l'Assemblée nationale. Quelle relation il entretient, Sébastien Lecornu, avec le RN et Marine Le Pen ? Alors, il entretient avec le RN des relations courtoises, d'abord parce que c'est un homme éminemment courtois et donc qui a des vraies qualités d'empathie. Alors, vous savez qu'il y a eu cette histoire de dîner qui a eu lieu avec Marine Le Pen, dont il avait d'abord expliqué qu'il n'avait pas eu lieu parce que finalement, ce n'était pas le jour dont on avait parlé, mais il l'a vu. Donc, c'est intéressant parce que il ne considère pas que le Rassemblement national est infréquentable. Évidemment, un dîner privé, moi, ça me paraît tout à fait normal dans le cadre de la vie d'une démocratie adulte, mais Sébastien Lecornu est trop intelligent pour ne pas savoir qu'il y a une dimension symbolique là-dedans et que de toute façon, ça allait finir par se savoir, même s'il n'avait pas communiqué. Donc, les gens du RN le respectent, les députés du RN l'apprécient. Ils trouvent qu'il se montre coopératif. Quant à l'Assemblée, il était interpellé sur sa gestion de ministre de la Défense. Maintenant, on voit bien que le Rassemblement national dit ce sera sans nous. Ce qui est compliqué, c'est que Sébastien Lecornu vient de la droite, il vient de ce qui était à l'époque l'UMP, avant de rallier Emmanuel Macron en 2017, et il a vu
Sébastien Lecornu, que sur les 49 députés LR, il y en a près de la moitié qui ont refusé de voter la confiance à François Bayrou, qui se sont abstenus ou qui ont voté contre. Donc, il va falloir qu'il fasse très attention au côté droit, on va dire. Parce que je pense que les députés LR qui n'ont pas soutenu François Bayrou, oui, à sa propre famille d'origine, il y a aujourd'hui, on le sent bien, des états d'âme chez un certain nombre de députés LR qui se disent, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas le moment de tendre la main au Rassemblement national? Donc, il va falloir gérer ça. Et il n'est pas question Là, vous évoquez Bruno Retailleau qui parle d'une majorité nationale, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais en même temps, le Rassemblement national n'a pas vocation à faire partie de la majorité. D'ailleurs, ce n'est pas son intérêt. Les sympathisants de Marine Le Pen sont extrêmement remontés, d'abord contre Emmanuel Macron, vis-à-vis duquel ils ont une défiance qui est vraiment très très forte, qui parfois relève presque de la colère. Et donc Marine Le Pen ne peut pas se montrer coopérative. Mais en même temps, il ne faut pas les braquer. Il ne faut pas les braquer. Alors justement, LR, eux, ils veulent un programme avant un gouvernement. Les sujets qui sont majeurs pour LR, c'est la sécurité, le travail, l'immigration et la fiscalité. Oui, c'est ce qu'a dit effectivement Bruno Retailleau, qui est le président du parti, en expliquant qu'il avait vocation à rester au gouvernement, mais que ça ne pouvait pas être un chèque en blanc. Sur les sujets de la sécurité, sur les sujets régaliens en général, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait une rupture. D'abord parce que ce sont les idées de Sébastien Lecornu, ensuite parce que vous savez qu'il y a une proximité très grande avec Gérald Darmanin, qui est vraiment son meilleur ami. Ce sont des gens qui ont construit leur carrière politique ensemble. C'est d'ailleurs amusant de voir que Gérald Darmanin était celui qui prenait toute la lumière. C'était lui le jeune premier, Sébastien Lecornu était dans l'ombre. Et puis voilà, la politique, c'est plein de surprises. C'est pour ça que c'est si passionnant. Finalement, aujourd'hui, c'est Lecornu, le numéro 2, qui passe devant Gérald Darmanin pour devenir Premier ministre. En tout cas, a priori, il devrait y avoir une continuité sur ce registre-là. Le point compliqué, vous en avez parlé avec Emmanuel Rivière il y a quelques instants, c'est celui de la fiscalité. C'est-à-dire, faut-il acheter, acheter est un bien grand mot, pardon, je ne voulais pas être désobligeant, mais faut-il acquérir la neutralité du Parti socialiste, ou en tout cas une forme de bienveillance, en lâchant du lest sur l'imposition des plus riches. Et ça, je pense que c'est là-dessus qu'on attend Sébastien Lecornu avant toute chose. La taxe Zuckman, c'est effectivement ce que vous évoquez, hein, c'est une taxe sur les patrimoines de plus de 100 millions. D'après certains chiffrages, ça rapporterait 20 milliards de recettes, mais avec quelles conséquences et un signal assez dévastateur, non, envoyé aux investisseurs. Effectivement, c'est M. Zuckman qui dit que ça pourrait rapporter 20 milliards d'euros. Il y a une tribune d'économistes, je pense plus rigoureux que lui, qui a été publiée chez nos confrères du Monde en expliquant que si ça rapporte 5 milliards, ce sera déjà beaucoup. Ce que ces économistes de gauche ont du mal à comprendre, c'est que les riches et les très riches ne sont pas plus bêtes que les autres. Et que, accessoirement, ils ont les moyens d'être extrêmement réactifs aux punitions fiscales qu'on pourrait leur imposer. Et donc, si on fait cette taxe, d'abord, ce serait un signal désastreux, vous le disiez, qui serait envoyé, parce que ça voudrait dire que les entrepreneurs, parce que quand vous avez des patrimoines de ce niveau-là, c'est parce que vous êtes propriétaire de grands groupes d'entreprises. Ce qu'on veut, c'est taxer ces gens sur un patrimoine qui n'est pas leur compte en banque. Si vous voulez, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de gens très riches dans notre pays? Parce que la bourse a beaucoup monté. Et à mon avis, d'ailleurs, si on avait fait la retraite par capitalisation, on serait dans une situation bien plus favorable. Parce que les gens si on avait investi, vous et moi, surtout moi qui suis plus âgé que vous, toutes mes cotisations retraite en bourse, si vous voulez, j'aurais une retraite qui serait 3 fois celle que je toucherais le moment venu. Mais je referme la parenthèse. Donc, cette taxe Zuckman, c'est un signe de défiance par rapport aux entrepreneurs. Et puis surtout, c'est quand même ahurissant. On a dit, on a répété que ce dont souffre la France, c'est d'un poids trop lourd
des prélèvements obligatoires, d'une sphère publique qui est omniprésente, qui est obèse, d'un État qui est inefficace, de fonctionnaires qui sont trop nombreux. Et la première mesure qui serait prise, ce serait d'augmenter les impôts. Enfin, ce serait incompréhensible. On dit qu'Emmanuel Macron est prêt à lâcher du lest là-dessus. Je pense que ce serait vraiment une forme de reniement. Vous pensez que Sébastien Lecornu va s'attaquer justement à tailler dans les dépenses de fonctionnement de l'État? Il aura ce courage? D'abord, il peut le faire sans d'ailleurs passer forcément par la loi, puisque il y a un certain nombre de mesures qui relèvent juste de la gestion quotidienne, par exemple dans le non-remplacement éventuel d'un certain nombre d'agents publics. Je pense que s'il ne le fait pas, son gouvernement ne durera pas longtemps. C'est-à-dire qu'il y a pas seulement une crise politique dans notre pays, il y a avant toute chose une crise de confiance, parce qu'on est arrivé au bout d'un système. Il y a les entrepreneurs qui sont très dubitatifs sur la situation actuelle, notamment à cause de l'incapacité de l'État à se réformer. Donc je pense qu'il faut qu'il le fasse. Après, ça ne va pas être simple, parce que regardez ce qui s'est passé avec François Bayrou. On a dit et répété, c'est une évidence, il y a beaucoup trop d'agences, notamment qui sont espèces d'organismes publics qui ont poussé comme les champignons après la pluie, qui bénéficient d'une latitude totale parce qu'ils ne sont pas encadrés comme les règles des ministères et qui ne servent à rien. Ça veut dire qu'ils sont vraiment du gaspillage absolu. Le Figaro Magazine a fait beaucoup d'articles sur ce sujet-là. Monsieur Bayrou nous a expliqué que oui, il allait voir ce qu'il fallait faire, etc. Il n'y a rien de concret pour l'instant. Il n'y en a pas une seule qui a fermé. Finalement, le bilan de François Bayrou, c'est 9 mois, hein, c'est ça, passé à Matignon pour... Qu'est-ce que vous retenez, vous, de son passage ? Écoutez, j'ai peut-être pas assez préparé cette émission, mais j'ai du mal à vous donner une réponse. François Bayrou, il a fait de son mieux. Donc, mais effectivement, il n'y a pas perdu du temps quand même, Guillaume Roquette. Il a essayé d'en gagner, je dirais plutôt. C'est-à-dire que de toute façon, comme il n'avait pas de majorité, il savait qu'il ne voulait pas faire de grandes réformes. Alors si, il y a des textes qui sont utiles, par exemple sur le narcotrafic, mais ce sont des textes d'origine parlementaire plus que des initiatives du gouvernement. Oui, alors effectivement, le premier défi, on voit à l'instant, on va se tourner vers Matignon, si vous le voulez bien, Guillaume Roquette. Il nous reste quelques minutes. Je pense qu'on va peut-être pouvoir regarder et prendre ce qui se passe à Matignon. Le Premier ministre sortant, François Bayrou, le Premier ministre entrant, Sébastien Lecornu. Ils se sont vus à midi. Hein. Ils ont donc parlé pendant plus de 50 minutes. Alors, je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir suivre et écouter tout de suite ce qui va se dire, mais l'information continue. Ce sera à retrouver tout à l'heure avec Thibaut Gauthier et Vincent Roseron. Oui, vous le disiez, finalement, un François Bayrou dont on retient quoi finalement? Il a gagné du temps, 9 mois, il a précipité sa sortie. Alors ce qu'on retiendra, pour être positif d'abord, c'est que la France n'a pas été précipitée dans une crise politique aiguë. Son prédécesseur Michel Barnier avait tenu à peu près 3 mois, un petit peu moins de mémoire, et il avait été censuré sur quoi? Sur le budget. Or finalement, la France, cette année, elle a un budget, puisque celui-ci a fini par passer en début d'année. Donc on peut dire que François Bayrou a réussi à éviter le pire. Oui. Ensuite, effectivement, il l'a fait au prix de renoncement. C'est-à-dire que le budget de 2026 est un budget catastrophique parce que les déficits sont toujours là. On n'est absolument pas dans la trajectoire que nous impose l'Union européenne et à juste titre pour revenir dans l'épure d'un déficit budgétaire qui soit inférieur à 3% du PIB. Et donc c'est vrai que François Bayrou, avec l'intelligence politique est la sienne. Il s'est efforcé de gagner du temps. Il y a un certain nombre de textes techniques ou de textes qui faisaient consensus qui sont passés. Je parlais notamment de la lutte contre les narcotrafiquants. Mais pour le reste, qu'est-ce qu'a fait François Bayrou? Son grand œuvre, ce à quoi il a consacré son été, c'était d'essayer d'alerter l'opinion publique. Voilà, de convaincre les Français de la gravité de la situation. C'était un échec. C'est-à-dire que les Français disent oui, bien sûr, il y a trop de dettes, mais ensuite,
ils sont absolument pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Voilà, et puis ils rejettent la faute sur 50 ans de politique, notamment. Merci Guillaume Roquette d'avoir été avec nous. On retrouve bien évidemment le nouveau numéro du Figaro Magazine en kiosque dès vendredi. Point de vue, c'est déjà fini pour nous aujourd'hui, mais l'actualité, elle continue sur le Figaro.fr notamment. Thibaut Roseron et Vincent Roseron et Thibaut Gauthier vous font vivre cette passation de pouvoir qui a lieu en ce moment entre François Bayrou et Sébastien Lecornu. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre fidélité et à très bientôt sur Figaro TV.